Tu es exclu du projet jusqu'à ce que tu présentes publiquement des excuses à mon ex-mari, a lancé ma femme devant toute l'équipe. J'ai répondu calmement, très bien. Le lendemain, mon bureau était vide. Ma lettre de démission attendait sur son clavier. Je vous pose la question directement, est-ce que vous auriez pu rester aussi froid que moi en découvrant tout ça, sans rien casser, sans un mot de trop? Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans. J'habite à Toulouse, dans un quartier calme, un appartement sans histoire. Je travaille comme ingénieur informatique dans une PME familiale installée en périphérie, une boîte où tout le monde se connaît, où le boulot et la vie privée s'entremêlent. J'y suis depuis presque 10 ans. Au début, j'étais simple technicien. Puis j'ai grimpé, petit à petit, jusqu'à devenir l'un des piliers de l'équipe technique. Rien de spectaculaire, mais j'aimais cette stabilité. Claire est arrivée dans l'entreprise 2 ans après moi. Elle venait d'une autre région, recrutée comme comptable. Elle était discrète, efficace, pas du genre à s'imposer, mais elle savait se faire respecter. On s'est rapprochés doucement, d'abord autour des cafés, puis des déjeuners. Au bout de 3 ans, on s'est mis ensemble. Elle avait un passé, un ex-mari, Thomas, qui travaillait déjà avec nous et il gérait le côté commercial. Au début, ça ne me dérangeait pas. Ils avaient divorcé à l'amiable, du moins c'est ce qu'elle m'avait dit. Quand Claire a été promue directrice administrative et financière, il y a 2 ans, j'étais fier d'elle. C'était mérité. Dans l'équipe, certains chuchotaient sur le mélange des genres, mais personne ne disait rien frontalement. Les réunions de direction se sont multipliées. Claire passait plus de temps au bureau, souvent tard avec Thomas pour boucler les dossiers. Elle rentrait fatiguée, parfois distante, mais je mettais ça sur le compte de la pression. En y repensant, il y a eu ces fameux dîners d'affaires, où je n'étais jamais convié. Les échanges de textos tard le soir, pour le boulot. Les regards un peu fuyants quand ils se croisaient devant moi. Je me souviens d'un déjeuner, un vendredi, où Thomas a glissé une blague à Claire. Elle a rougi, a détourné la tête. J'ai noté, sans relever. À l'époque, je n'ai pas voulu voir. Je me disais que c'était normal, qu'ils avaient un passé commun, des habitudes. Mais aujourd'hui, chaque mot me revient différemment. La salle était déjà pleine quand je suis arrivé. On sentait la tension dans l'air, mais je n'y ai pas prêté attention. C'était la réunion mensuelle, toujours le même rituel, Claire en bout de table, les autres alignés comme à l'école. Chacun son carnet, quelques regards fatigués, rien de neuf. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur, prêt à écouter les objectifs du mois. Les discussions allaient bon train, Claire déroulait son PowerPoint, tout paraissait normal. Puis, sans prévenir, elle a coupé la parole à Sophie. Elle a posé ses feuilles, levé les yeux vers moi. J'ai senti que quelque chose clochait. D'habitude, elle n'utilise jamais ce ton-là, ni ce regard froid, presque neutre. Sa voix a claqué dans la pièce, avant d'aller plus loin, il y a un point à régler. Elle a pris une pause, assez longue pour que tout le monde se tourne vers elle. Marc ne participera plus au projet tant qu'il ne s'est pas excusé publiquement auprès de Thomas. Il y a eu un flottement. Thomas, assis en face, a baissé les yeux, comme s'il découvrait la nouvelle en même temps que moi. Je n'ai pas bougé. Personne ne comprenait. J'ai entendu un stylo tomber, un éternuement retenu. Tous les regards sont venus se coller sur moi. J'ai refermé doucement mon ordi. Je me suis redressé, sans hausser la voix. Très bien. Pas plus. Je n'ai pas cherché à me défendre, ni à poser de questions. J'ai juste regardé Claire, puis Thomas. Claire a croisé les bras, le menton haut, comme si elle venait de gagner une manche. Elle ne m'a pas lâché du regard. Personne ne parlait, même pas les plus bavards. J'ai senti que certains cherchaient à comprendre, d'autres évitaient de croiser mon regard. J'ai noté que Pierre, à ma droite, serrait les dents. Il griffonnait sur son carnet, sans regarder la scène. Le silence s'est installé, lourd, gênant. On n'entendait plus que le bourdonnement de la clim. Claire, toujours debout, a repris la parole, cette fois pour enchaîner comme si de rien n'était. Bien, passons au point suivant. Elle a fait défiler la slide. Personne ne s'est manifesté. J'ai regardé mes mains, posées sur la table. J'ai attendu la fin de sa phrase, le moindre geste. Rien ne venait. Au bout de quelques minutes, Pierre s'est penché discrètement vers moi. Il a parlé à voix basse, sans me regarder. Tu vas laisser passer ça ?
Il n'y avait ni ironie, ni compassion dans sa voix. Juste de la surprise, un peu de colère peut-être. J'ai haussé les épaules, sans répondre. Je n'avais rien à dire pour l'instant. J'ai senti que d'autres m'observaient du coin de l'œil. La réunion a continué, mais plus personne n'écoutait vraiment. Les sujets défilaient, mais je sentais l'attention flottante, les yeux qui se perdaient. Je notais chaque détail, la façon dont Claire évitait soigneusement de m'adresser la parole, la nervosité de Thomas, les regards que Pierre lançait à droite à gauche. Personne n'osait intervenir. J'ai gardé le visage neutre, les mains posées, sans trembler. À la fin de la réunion, Claire a rangé ses affaires sans croiser mon regard. Les gens se sont levés, à peine un mot échangé. Thomas est sorti le premier, vite, presque en courant. Pierre est resté assis, un moment, puis il s'est approché de moi. « Tu veux en parler ?» Sa voix était basse, sincère. J'ai secoué la tête. « Pas maintenant. » Je suis resté seul quelques secondes, les chaises vides autour de moi. J'ai repassé la scène dans ma tête, chaque mot, chaque silence. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas d'humiliation. Juste une question qui tournait, pourquoi maintenant, pourquoi de cette manière? J'ai fermé mon ordinateur, et je suis sorti sans me retourner. On est revenu au bureau après la réunion, chacun devant son écran. J'ai attendu que tout le monde soit sorti boire un café. Je me suis levé, j'ai fermé la porte sans bruit. Claire tapotait sur son clavier sans lever les yeux. J'ai pris une chaise, je me suis assis à côté d'elle. Je savais que si on n'en parlait pas tout de suite, ça resterait en suspens et ça allait pourrir l'ambiance. Je me suis penché un peu, assez bas pour que personne n'entende si quelqu'un passait dans le couloir. « Claire, tu réalises que tu viens de me sanctionner devant tout le monde ?» Ma voix était basse, mais ferme. Elle a à peine tourné la tête. Elle a pris son stylo, l'a fait tourner entre ses doigts, puis elle a soufflé. « Tu l'as cherché. Thomas mérite des excuses. » Même pas un regard. Je l'ai fixé, j'ai attendu. J'ai senti mes doigts se crisper sur la coudoir, mais j'ai gardé la voix plate. « Tu mélanges tout, là. Le pro, le perso. Ce qui vient de se passer, c'est pas normal. » Elle a enfin posé son stylo. Elle s'est tournée, bras croisés. « C'est toi qui t'es mal comporté. Tu sais très bien que Thomas bosse sous pression. » Elle a haussé les épaules, comme si ça fermait la discussion. J'ai regardé la fenêtre, puis je me suis tourné vers elle. « Je t'ai déjà dit que tu pouvais me parler direct, pas besoin de me descendre devant l'équipe. » Elle a fait claquer sa langue, un petit bruit sec. « Je t'ai rien descendu, j'ai juste remis les choses à leur place. » Elle a repris son clavier, comme si la conversation était finie. J'ai hésité à continuer. J'ai pensé à la veille le message qu'elle avait envoyé tard, les messages effacés sur Teams. Je me suis demandé si c'était ça qui l'agaçait. Mais elle gardait sa façade, tout en contrôle. Aucun mot de trop, aucune émotion sur le visage. J'ai tenté une dernière fois, plus calme, tu sais qu'on est observé. Si tu fais ça devant tout le monde, tu m'exposes. Elle a soufflé, cette fois plus fort. Tu n'as qu'à réfléchir avant de parler. Je me suis levé, j'ai pris mon carnet. J'ai voulu lui dire qu'on n'était pas obligé d'être d'accord, mais qu'on pouvait régler ça autrement. Mais elle tapait déjà un mail, les yeux braqués sur l'écran. J'ai compris qu'elle n'écouterait rien de plus. La tension restait là, dans l'air, lourde. J'ai ouvert la porte, j'ai laissé entrer le bruit du couloir. Elle a relevé les yeux, juste une seconde, sans expression. Dehors, j'ai croisé Thomas. Il m'a lancé un regard gêné, a hoché la tête sans un mot. J'ai continué sans répondre. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert un dossier au hasard. Les autres sont revenus, une blague a fusé, personne n'a cherché à croiser mon regard. Claire est restée dans le fond, écran allumé, silhouette rigide. Tout le reste de la matinée, elle n'a rien dit. Elle a envoyé 2 mails laconiques, rien de personnel. La pause de midi, elle l'a passée dehors avec Thomas et Julie. J'ai entendu son rire à travers la fenêtre, mais à l'intérieur, l'ambiance était glaciale. J'ai mangé seul, devant mon ordinateur. Je me suis surpris à repenser à d'autres moments, un déjeuner où elle avait pris sa défense pour un dossier raté, une remarque qu'elle avait faite sur ma façon de gérer les urgences. À chaque fois, elle avait ce ton, ce détachement, comme si elle était au-dessus du lot. Mais là, il y avait autre chose.
Une frontière franchie, et elle refusait d'en parler. Je n'ai pas cherché à relancer. J'ai noté sur mon carnet, Claire, sanction publique, pas de dialogue possible. J'ai décidé d'observer, de prendre du recul. Plus de remarques, plus de tentatives d'explication. Juste les faits. Elle, de son côté, ne m'a plus adressé la parole de la journée. Les non-dits s'installaient, épais, entre nous et l'équipe. Personne n'a rien dit, mais tout le monde avait compris qu'un truc avait changé. Il était 18h, je venais de finir une visioconférence avec un client anglais. La maison était silencieuse, pas de musique, pas de bruit de casserole dans la cuisine. Claire n'était pas rentrée. J'ai posé mon ordinateur sur le canapé et j'ai voulu ranger mes affaires. Son bureau, situé dans le coin du salon, était en désordre, comme souvent depuis quelques semaines. D'habitude, je ne touche pas à ses papiers. Mais ce soir-là, j'ai vu une feuille blanche pliée en deux, posée sur son clavier. J'ai hésité une seconde. Le papier était déjà ouvert, il ne semblait pas caché, juste oublié. J'ai reconnu le logo de son entreprise en haut à gauche, puis l'entête d'un mail. Le sujet, ce soir. C'était un échange imprimé, pas un simple mémo. J'ai lu la première ligne, sans savoir pourquoi. On se voit ce soir après la réunion? J'ai hâte de te retrouver. C'était signé Thomas. J'ai relu la phrase, lentement, pour bien comprendre. Il y avait une réponse de Claire, en dessous, plus courte. Oui, je termine à 19h. À tout à l'heure. J'ai cherché une date. En haut, 15 mars, 17h08. La veille. Sous l'échange, agrafé, une confirmation de réservation d'hôtel. Nom de l'hôtel, adresse, chambre double réservée au nom de Claire. L'hôtel était à 10 minutes de notre appartement. Je n'ai rien dit. J'ai pris la feuille, je l'ai glissée dans mon sac, entre deux classeurs. J'ai replacé ses stylos, refermé son ordinateur portable, puis j'ai éteint la lampe de son bureau. Rien ne semblait déplacé. Je me suis assis dans la cuisine, dos à la fenêtre. J'ai posé la feuille devant moi, sans la relire. J'ai regardé l'horloge. 18h13. J'ai repensé à tous ces soirs où elle disait rentrer tard à cause d'une réunion. À cette habitude de prendre une douche en rentrant, même à 22h. À son téléphone, qu'elle gardait posé face contre la table. Thomas. Elle m'avait parlé de lui, 2 ou 3 fois. Il est sympa, on bosse bien ensemble. Je n'ai jamais cherché plus loin, je n'ai jamais posé de questions. Je me suis souvenu d'un message reçu un samedi, elle avait souri en le lisant puis l'avait effacé. C'est juste Thomas, il s'est trompé de destinataire, avait-elle dit. J'ai relu la réservation d'hôtel. Chambre double. À son nom. La date d'arrivée correspondait bien à la veille au soir. Je n'ai pas touché à mon téléphone, pas tenté d'appeler, pas envoyé de message. J'ai rangé la feuille dans une pochette plastique. J'ai ouvert le robinet, bu un verre d'eau, puis je suis resté debout face à la porte d'entrée, comme si elle allait rentrer d'une minute à l'autre. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Je me suis juste rappelé son sourire en rentrant, la veille, quand elle avait dit « réunion interminable ». Elle portait le même tailleur qu'aujourd'hui, je crois. Vers 18h30, j'ai entendu le bip de l'ascenseur. J'ai rangé la feuille dans ma veste. Elle est entrée, téléphone à la main, l'air fatigué. « Salut, t'es déjà là ? » « Oui, j'ai fini plus tôt. Je file sous la douche, j'ai eu une journée de dingue. » « Ok. » Elle a disparu dans la salle de bain. J'ai entendu l'eau couler. Je suis resté assis, immobile, sans rien dire. J'ai posé mon regard sur la porte fermée. Je pouvais entrer, je pouvais lui parler, je pouvais lui montrer la feuille. Je n'ai rien fait. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché l'adresse de l'hôtel. Je l'ai regardé sur Google Maps, sans but précis, juste pour occuper mes mains. La douche s'est arrêtée. Claire est sortie, en peignoir. Elle m'a souri, a allumé la télé, puis est allée dans la chambre, sans un mot de plus. J'ai sorti la feuille, relu encore une fois l'échange. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu. J'ai rangé la preuve. Je savais maintenant que leur relation dépassait le cadre du travail. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai attendu. J'ai ouvert la porte doucement, presque sans bruit. La lumière du salon filtrait sous la porte,
la télé allumée en fond sonore. Claire était assise sur le canapé, les jambes repliées, son téléphone entre les mains. Elle tapotait vite, l'écran éclairait son visage. Quand elle m'a entendu, elle a levé la tête une seconde, a souri, puis a replongé aussitôt dans son écran. Son sourire était tendu, mécanique. J'ai posé mon sac près de l'entrée, retiré mes chaussures, puis je me suis avancé dans la pièce sans rien dire. Je me suis assis dans le fauteuil près de la télé, dos partiellement tourné vers elle. Un match de Ligue 1 passait, le son bas, presque couvert par les petits bruits de ses ongles sur la coque du téléphone. Elle a continué à pianoter encore une minute, puis elle a posé le téléphone à côté d'elle, écran face contre le coussin. Elle m'a jeté un coup d'œil rapide. « Tu comptes bouder encore longtemps ?» J'ai gardé les yeux sur l'écran, j'ai attendu 3 secondes, le temps que la question flotte dans l'air. Non, je réfléchis. Ma voix était neutre, sans hostilité. Elle n'a rien répondu. J'ai senti son regard sur moi, mais je n'ai pas bougé. Elle a repris son téléphone, plus lentement cette fois, comme si elle hésitait à continuer ce qu'elle faisait. J'ai regardé le match, mais je n'ai pas suivi une seule action. Je repensais à la discussion de la veille, aux messages aperçus, à son attitude qui avait soudain changé quand j'étais rentré plus tôt que prévu. Elle a quitté le salon 10 minutes plus tard, prétextant une douche. J'ai entendu l'eau couler, le verrou de la salle de bain claquer. J'ai sorti mon téléphone, me suis connecté à notre compte joint. Les derniers mouvements remontaient à 2 jours. Un retrait de 80 €, un paiement chez un fleuriste, puis un restaurant. Aucun de ces achats ne correspondait à ce qu'elle m'avait raconté la veille. J'ai pris en photo l'écran, sans bruit. Je me suis noté l'adresse du restaurant, le nom du fleuriste. J'ai vérifié la date, l'heure, tout collait avec le moment où elle m'avait dit être chez Julie. Je me suis demandé s'il était possible qu'elle ait une explication, une raison logique. J'ai cherché une trace sur son téléphone, posé à côté du canapé. J'ai hésité, puis je me suis levé, j'ai fait mine de ramasser une chaussette, et j'ai regardé discrètement l'écran. Verrouillé, code à 4 chiffres. Je n'ai pas insisté. Je me suis rassis, et fixé la télé. Elle est revenue 20 minutes plus tard, en peignoir. Elle s'est assise à l'autre bout du canapé, à distance. On n'a pas échangé un mot. Elle a feuilleté un magazine, puis s'est levée, a lancé un « Je vais me coucher. Bonne nuit », sans me regarder. J'ai répondu « Bonne nuit » d'une voix posée. J'ai attendu qu'elle ferme la porte de la chambre pour reprendre mon téléphone. J'ai passé en revue les dépenses du dernier mois, cherché les montants inhabituels, les retraits aux horaires étranges. J'ai noté 3 autres paiements qui ne collaient pas avec le quotidien, un Uber un samedi soir, un bar à vin à l'autre bout de la ville. J'ai éteint la télé, me suis servi un verre d'eau, puis j'ai écouté le silence de l'appartement. Je n'ai pas cherché à la rejoindre. Je n'ai pas tenté d'avoir une discussion. J'ai juste enregistré chaque détail. À partir de ce soir-là, la distance s'est installée entre nous. Pas de cris, pas de scène. Juste une froideur, précise, presque chirurgicale. On se croisait dans le couloir, chacun absorbé dans ses routines. Je me suis mis à tout noter, sans rien dire. Elle envoyait des messages plus discrètement, souriait moins, riait moins fort. Je voyais son malaise, mais elle ne posait plus de questions. Je savais que quelque chose se jouait là, dans le silence, dans les petits gestes. Alors j'ai continué d'observer. Le lendemain matin, j'arrive plus tôt que d'habitude. La cafetière coule encore, les bureaux sont vides. Je prends un gobelet. Pierre entre, l'air un peu gêné. Il regarde autour de lui, baisse la voix. On m'a dit que Thomas va réintégrer le comité projet à ta place. Je le fixe sans réagir, hausse légèrement les épaules. Ah bon? Première nouvelle. Il détourne les yeux, touille son café, puis s'éloigne sans ajouter un mot. Je reste là, le gobelet à la main. J'ouvre mon téléphone, lance l'agenda partagé de l'entreprise. Une réunion est programmée pour 11 h, point projet et direction, Claire, Thomas. Pas mon nom. Je vérifie plusieurs fois, rafraîchis la page. Rien ne change. Je retourne à mon bureau, branche mon PC. J'ouvre le cloud interne, le dossier du projet. Quelque chose cloche. La date de la dernière modification, 3h16 cette nuit. Sur le document principal, mon nom a disparu de la liste des contributeurs. Il n'y a plus que Claire, Thomas, et 2 autres collègues.
J'ouvre la version précédente, enregistrée la veille à 18h42. Mon nom y figure encore, en deuxième position. Je compare les deux versions. Pas d'autre changement, juste mon nom qui saute. L'intitulé reste le même, le contenu aussi. Je regarde l'historique des modifications. L'utilisateur qui a fait la dernière modif, Claire. Je ferme le dossier, ouvre le document officiel envoyé à la direction la semaine dernière. Je télécharge la copie du fichier signé, le compare à la version sur le cloud. Sur l'ancienne, mon nom et ma signature sont là. Sur la nouvelle, mon nom a disparu, remplacé par celui de Thomas. Je relis la date, modifiée cette nuit, 3h16, même minute. Je vais voir Claire. Elle parle avec Thomas devant la baie vitrée, dos au couloir. Je les observe quelques secondes. Elle rit, pose la main sur son épaule, chuchote. Thomas se tourne, remarque ma présence, s'éloigne sans un mot. Claire me regarde, force un sourire. Tu voulais me dire un truc? Non, rien d'urgent. Je retourne à mon bureau, lance un mail à l'IT pour demander la sauvegarde du dossier d'hier. Je précise, problème de version, possible erreur de manipulation, demande copie du 8 novembre à 18h. Pas de détails, pas d'accusation. Je vais discrètement voir Pierre. Il tape un mail, lève à peine les yeux. Tu sais qui t'a dit ça pour Thomas? Il hausse les épaules. J'ai entendu Claire en parler à la pause. Je croyais que t'étais au courant. Je hoche la tête, repars. Je prends mon carnet, note l'heure, les échanges, les changements de fichiers. Petite liste sèche, juste des faits. À 10h55, j'observe la salle de réunion par la vitre. Claire, Thomas, la direction. Ça discute, ça rigole. Je m'assois à mon bureau, ouvre le chat interne, tape à Claire, j'ai vu que la réunion projet est sans moi. C'est normal? Elle répond presque aussitôt, oui, on voulait juste faire un point avec Thomas sur la partie technique. On te fait un compte rendu après. Pas de formule de politesse, pas d'explication. Je me connecte à l'interface d'archivage, extrais la version d'hier soir, la sauvegarde sur une clé USB. Je glisse la clé dans mon tiroir, ferme à clé. Je prends une photo de la liste des contributeurs sur mon téléphone. Je vérifie l'heure, la date, la trace numérique. À midi, la réunion se termine. Claire passe devant mon bureau, s'arrête à peine. On t'envoie le CR, t'inquiète. Elle évite mon regard, accélère le pas. Thomas me croise, me lance juste. On se capte après, si tu veux. Je ne réponds pas. Je note encore les faits, les heures, les noms. Pas de colère, pas d'émotion. Juste une liste d'actions, de modifications, de silence. Je relis le mail de l'IT, reçu, on vous transmet la version demandée dans l'après-midi. Je ferme l'ordinateur. Je regarde par la fenêtre. J'attends. Je suis resté au bureau après le déjeuner. Les autres sont descendus prendre un café. J'ai fermé la porte. J'ai commencé par ouvrir le serveur partagé, celui où on stocke tous les documents RH. J'ai lancé une recherche sur le nom de Claire. Rien d'anormal au premier regard. Mais dans les propriétés des fichiers, certaines modifications récentes s'affichaient, à des heures où elles n'étaient pas censées travailler. J'ai pris des captures d'écran, une à une, en notant l'heure et la date dans un coin de mon carnet. J'ai ensuite ouvert la boîte mail commune. J'ai cherché les échanges entre Claire et notre prestataire informatique. J'ai trouvé 3 mails, tous envoyés à 10 minutes d'intervalle, un vendredi soir. Sujet, accès administrateur temporaire. J'ai ouvert les pièces jointes. Il y avait une demande d'ouverture de session sur le compte d'un collègue, validée par Claire. J'ai téléchargé les 3 messages en format PDF, sans toucher à rien d'autre. Pour la partie financière, j'ai accès à un relevé mensuel de la carte de l'entreprise. J'ai filtré les dépenses sur les 3 derniers mois. Plusieurs lignes identiques sont apparues, toutes à l'hôtel, Saint-Paul, à 2 rue du Bureau. Toujours les mêmes montants, jamais de notes de frais associées. La première fois, j'avais mis ça sur le compte d'un client de passage. Mais en croisant la date avec les historiques de connexion, j'ai vu qu'à chaque fois, Claire avait badgé tard le soir, puis de nouveau tôt le matin. J'ai exporté les relevés au format CSV, puis j'ai surligné les lignes suspectes avant de les sauvegarder. J'ai compressé tous ces fichiers dans un dossier. J'ai ouvert une nouvelle adresse Gmail, en utilisant un vieux pseudo,
juste pour transférer les pièces sans rien lier à mon compte professionnel. J'ai envoyé le dossier à mon adresse personnelle, sans texte dans le mail. Juste les fichiers. J'ai attendu la confirmation d'envoi, puis j'ai effacé l'historique du navigateur. J'ai vidé la corbeille. Ensuite, j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché le numéro de Maître Lenoir dans l'intranet. J'ai composé, sans passer par le standard. Il a décroché après 2 sonneries. Oui, Lenoir, j'écoute. Bonjour maître. C'est Martin, du service RH. Je voulais vous poser une question, si vous avez 2 minutes. Il n'a rien dit. J'ai continué. C'est au sujet des conflits d'intérêts éventuels, quand un salarié autorise des mouvements de fonds ou des accès informatiques à un tiers, sans en référer à la direction. On a eu un cas ambigu, je voulais juste savoir si ça relève du disciplinaire ou si c'est à traiter en interne. Toujours ce silence. J'ai entendu le bruit de sa chaise, comme s'il se redressait. Vous avez un exemple précis ? M'a-t-il demandé. Je préfère ne pas donner de nom pour l'instant. Mais j'ai rassemblé quelques éléments. Des accès informatiques hors process, des frais d'hôtel récurrents qui ne rentrent pas dans les grilles habituelles, et des validations de notes de frais sans justificatif. Je voulais juste savoir si je devais ouvrir un dossier officiel, ou attendre d'avoir plus. Il a soufflé. Envoyez-moi ce que vous avez, anonymisé. Je vais regarder. Et ne parler à personne pour l'instant. D'accord. Merci. Martin ? Oui. Vous êtes sûr de vouloir creuser ? J'ai attendu une seconde. Oui. Je veux juste savoir à quoi m'en tenir. Il a raccroché sans un mot de plus. J'ai copié le dossier sur une clé USB. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, puis je suis allé fumer dehors. J'ai regardé les fenêtres du bureau, la lumière jaune derrière les stores. Je n'ai rien ressenti, ni colère, ni soulagement. J'ai juste noté qu'il faisait froid, et que j'avais les mains qui tremblaient un peu. J'ai jeté le mégot, puis je suis remonté sans croiser personne. En passant devant le bureau de Claire, j'ai vu la lumière de son écran allumée, un fond d'écran bleu. J'ai continué sans ralentir. Le téléphone a vibré alors que j'étais dans la cuisine, un peu avant 22 heures. Le nom de Maître Lenoir s'est affiché. Je n'ai pas hésité. J'ai décroché, il a parlé tout de suite, sans formule de politesse. Marc, il faut qu'on parle. Je me suis appuyé contre le plan de travail, j'ai attendu. Il y avait un froissement de papier derrière sa voix. Je viens de recevoir des documents. Des contrats. Signés ces dernières semaines. Tu étais au courant pour le dernier partenariat avec Alphamed. J'ai répondu, non. J'étais censé être en arrêt. J'ai appris les grandes lignes par la newsletter interne. Il a soufflé, agacé, justement. On t'a volontairement tenu à l'écart. Claire, avec l'accord de Thomas, a fait passer plusieurs contrats avec Alphamed et 2 autres fournisseurs, sans consulter le conseil. Les conditions sont étranges. Elle privilégie Alphamed. Marge réduite, clause pénalisante pour nous en cas de retard, peu de garantie. J'ai fermé les yeux, cherché. Alphamed, c'est Thomas qui les a amenés. J'ai demandé, c'est signé de la main de Claire ? Oui. Et elle note dans les échanges que tu es absent, que tu valides à distance. Elle a même joint une fausse adresse mail à ton nom pour un accusé de réception. Je n'ai rien dit. Il a laissé passer un silence, puis, Marc, ça va plus loin que des petites magouilles. Elle utilise ta mise à l'écart comme prétexte pour agir sans contrôle. Thomas bénéficie directement de ces contrats. Je commence à me demander si tout ça n'est pas prémédité. J'ai entendu le ton de sa voix changer, plus bas, presque comme une mise en garde, on a toujours su que Claire était habile. Mais là, elle prend des risques pour l'entreprise. Si ça explose, c'est toi qui es exposé, en tant que président de fait. Tu dois te protéger. Je me suis tourné vers la fenêtre, la main sur le rebord. J'ai demandé, tu as tout le dossier. Je te l'envoie ce soir, par mail sécurisé. Tu l'auras d'ici 10 minutes. Il a ajouté, je te le dis franchement, ce qui se joue ici te dépasse. Il y a des intérêts qui ne sont plus seulement personnels. On pourrait parler d'abus de biens sociaux si le conseil fouille. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. J'ai demandé, tu as parlé à quelqu'un d'autre ? Non. Pas encore.
J'attends de voir ta réaction. J'ai raccroché après un bref « Merci, Paul ». Il n'a rien ajouté. Je suis resté dans la cuisine, les bras croisés. Les choses se sont mises en place dans ma tête. Claire ne cherchait plus seulement à me pousser dehors. Elle avait pris le contrôle, utilisé ma position pour signer en douce, en couvrant Thomas. Je comprenais maintenant pourquoi elle tenait tant à m'éloigner. Elle voulait agir sans qu'on vienne contester ses choix, sans devoir justifier ses montages. L'ordinateur était sur la table. J'ai ouvert le mail de Maître Lenoir 20 minutes plus tard. Les contrats étaient là, en pièces jointes, avec des annotations. Les signatures, les échanges de mai, les conditions. Les fausses validations à mon nom. Les accords douteux. Tout était limpide. Claire avait bâti un dossier, assuré ses arrières avec Thomas, et laissé des traces. J'ai relu les messages internes où l'on annonçait mon « retrait temporaire » pour « raison de santé ». J'ai repensé à la façon dont Claire insistait pour que je prenne du recul, pour que je coupe tout contact avec certains membres du conseil. Son ton, ces derniers temps, n'était ni inquiet ni compatissant. Elle voulait juste que je sois hors jeu, disponible comme signature si besoin, mais bien à l'écart. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé un message à Maître Lenoir, j'ai tout reçu. Je prépare ma réponse. Ne parle à personne d'autre pour l'instant. Pas de réponse immédiate. J'ai fermé l'écran. Le rapport de force venait de basculer. Claire n'était plus seulement manipulatrice ou ambitieuse. Elle prenait des risques réels, pour l'entreprise, pour moi, pour elle. J'ai senti que la suite ne se jouerait plus à mots couverts. J'ai ouvert un dossier sur mon disque dur. J'ai commencé à tout classer, tout archiver. À ce stade, la confiance était rompue. Je me suis contenté d'agir, sans colère, sans hâte. Juste avec précision. J'arrive au bureau plus tôt que d'habitude. Les couloirs sont vides, lumières encore éteintes. Je marche sans bruit, ordinateur portable sous le bras, manteau sur le bras gauche. À cette heure, personne ne fait attention à moi. Je vais directement dans mon bureau, ferme la porte doucement. Je pose mon sac, allume l'ordinateur. Je glisse la clé USB dans le port, vérifie une dernière fois le dossier, mais, capture d'écran, rapport signé, tout est rangé, daté, impossible à contester. Je copie le dossier en double sur mon drive personnel. Je retire la clé, la mets dans une enveloppe. Je note juste, à remettre en main propre, dessus, rien de plus. Je commence à vider mes tiroirs. Je trie chaque feuille, chaque stylo. Les papiers personnels dans la pochette noire, tout le reste au recyclage. Je prends les photos de famille, la tasse, la petite plante. J'efface mes fichiers du bureau, déconnecte mes accès, supprime les mots de passe enregistrés. J'ouvre la fenêtre 5 minutes, laisse l'air frais entrer. Je regarde la ville en bas, les gens qui commencent à arriver. Je ferme la fenêtre, passe un chiffon sur le bureau. Tout est net, impersonnel. Je replace la chaise, range le clavier. Je laisse la porte ouverte en sortant. Avant de partir, je fais un dernier tour dans l'open space. Quelques collègues lèvent à peine la tête. Je croise Marc près de la machine à café. Il me lance, « T'es matinal, aujourd'hui, dis donc. » Je hausse les épaules. Un peu de tri, c'est tout. Il ne demande rien de plus. Je traverse le couloir pour aller vers le bureau de Claire. Je l'entends rire derrière la porte, une voix d'homme avec elle. J'attends 30 secondes, puis frappe doucement. Elle ouvre, sourire professionnel, dossier à la main. Elle sort dans le couloir, referme la porte derrière elle. Elle me regarde, mi-amusée, mi-hautaine. « Alors, tu as retenu la leçon ?» Je la regarde sans sourire. « On verra bien. » Je ne bouge pas, je la laisse passer. Elle hésite, lève les yeux, puis s'éloigne sans rien dire. Je ne me retourne pas. J'entre dans son bureau, vide à présent. Je pose la lettre de démission sur son bureau, bien centrée. À côté, l'enveloppe avec la clé USB. Je ne laisse rien d'autre. J'observe la pièce, les classeurs, les dossiers empilés, le parfum trop fort. Je ferme la porte derrière moi, sans bruit. Je descends les escaliers, croise la femme de ménage. Elle me salue, je réponds d'un signe de tête. Je traverse le hall lentement, chaque pas précis. Je sens la tension partir lentement, comme un poids qu'on pose à terre.
Je pousse la porte, sors dehors. L'air est froid, sec. Je m'arrête sur le trottoir, regarde une dernière fois la façade vitrée. Je mets la main dans la poche, serre la deuxième clé USB, la copie de secours. Je la garde, au cas où. Je marche jusqu'au métro. Je ne pense à rien de précis, j'observe les gens, les voitures, le bruit du matin. Je monte dans la rame, trouve une place près de la fenêtre. Je regarde mon reflet, neutre, fatigué mais calme. Mon téléphone vibre, notification du calendrier, réunion hebdo 9h30. J'efface l'alerte, sans hésiter. En descendant à mon arrêt, je réalise que je n'ai rien oublié, pas de regrets, pas d'affaires laissées derrière. Je glisse mon badge d'accès au fond du sac, il ne servira plus. Je sors dans la rue, le jour se lève à peine. Je marche vers chez moi, sans me retourner, pas un bruit derrière moi. Tout est en ordre. Le matin, j'arrive tôt, bien avant tout le monde. Je pose la lettre sur mon bureau, au centre, là où elle ne peut pas la rater. Je laisse mon badge sur le clavier, téléphone pro dans le tiroir entrouvert. Rien d'autre. Je ferme doucement la porte derrière moi, descends l'escalier sans croiser personne, puis je sors, sans me retourner. Je reste dans le café d'en face, dos à la vitre. De là, j'ai vu sur l'entrée. À 8h45, Claire arrive, tailleur beige, cheveux tirés. Elle passe le portique, salue d'un geste la standardiste. Elle monte directement à l'étage. Je sais comment elle fait, chaque matin. 10 minutes après, je la vois repasser la tête dans le couloir, tourner à gauche, revenir. Elle ne m'a pas vu. Elle entre dans mon bureau, sans frapper, comme d'habitude. J'aperçois sa silhouette, elle s'arrête net. Pas de lumière. Elle allume. Elle avance, voit la lettre. Elle ne s'assoit pas. Elle lit debout, une main sur la table. Pas besoin d'entendre pour savoir. Elle reste figée, relit. Je peux presque voir ses lèvres bouger, compter les lignes. 3 minutes passent, elle sort précipitamment, téléphone à la main. Elle tape un numéro, hésite, raccroche, puis recommence. Je la vois longer le couloir, marcher vite vers l'accueil. Elle arrive devant la standardiste, la voix basse mais tendue. « Il est où, Vincent ? Il n'est pas arrivé ? » ?»« Non, madame, je ne l'ai pas vu ce matin. »« Personne ne l'a vu ? » ?»« Non. Il n'a pas pointé. » Claire serre le téléphone, regarde dans le vide. Elle revient vers mon bureau, la lettre à la main, l'air absent. Elle s'appuie contre l'encadrement de la porte, souffle fort. C'est à cet instant que Maître Lenoir entre dans le couloir, manteau noir sur le bras. Il a la mine fermée, quelque chose de grave dans le regard. Il s'arrête devant Claire, la fixe sans bouger. Plusieurs collègues lèvent la tête de leur ordinateur. Le silence tombe. Maître Lenoir s'avance, la voix blanche. « Madame, je vous en prie, dites-moi que vous n'avez pas fait ça. » Claire ne répond pas tout de suite. Sa joue blanchit. Elle baisse la lettre, la cache contre sa hanche. « Je ne comprends pas, maître. » »« Non, ne mentez pas, pas ici. Il y a des témoins. Vous savez très bien de quoi je parle. » Son ton n'est pas dur, juste las. On entend une chaise grincer derrière, quelqu'un tousse. Claire regarde autour d'elle, cherche un soutien, ne trouve que des regards détournés. « Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai reçu le dossier ce matin. Tout y est. Vos signatures, les documents, les mets. » Il lève la main, coupe court. Pas la peine de continuer. La direction va être informée dans l'heure. Claire recule d'un pas. Elle serre la lettre, les doigts blancs. On va pouvoir s'expliquer, maître, attendez. Non. Pas aujourd'hui. Le couloir reste silencieux. 2 collègues de la compta, debout, s'éloignent. La standardiste jette un œil, puis s'efface. Claire regarde le sol, puis mon bureau, la porte toujours entr'ouverte. Il ne va pas porter plainte, hein? Ce n'est plus à lui de décider. Maître Lenoir tourne les talons, traverse le couloir, claque la porte de la salle des archives. Claire reste seule, immobile, la lettre dans la main gauche. Je la vois hésiter, s'appuyer contre le mur, fixer le vide. Personne ne vient lui parler. Les gens passent, la contournent, murmurent. Elle ne bouge pas, longtemps. Je termine mon café, laisse 2 pièces sur la table.
Je la regarde encore par la vitre avant de partir. Elle n'a pas bougé. Personne n'a bougé. Le matin même, on reçoit tous un mail du président. Conseil d'administration exceptionnel, à 11 heures. Pas de formule, pas de détails. Juste la convocation, sèche. Les bureaux bruissent tout de suite. Personne ne sait précisément pourquoi, mais tout le monde a une idée. Je finis mon café debout, sans parler à personne. Dans le couloir, j'entends déjà les chuchotements, certains qui me jettent un regard, d'autres qui évitent. À 11 heures pile, la salle de réunion est pleine. Personne ne plaisante. Le président arrive, suivi du directeur financier. Il s'assoit sans un mot. Claire entre juste après eux, les traits tirés, son dossier sous le bras. Thomas, 2 minutes plus tard, la tête basse, s'installe au fond. Je prends une chaise près de la porte, en retrait. Le président ouvre la séance. Il ne tourne pas autour du pot. Des éléments très graves ont été portés à ma connaissance. Je vais demander à chacun de garder le silence, le temps de faire la lumière. Il passe la parole au directeur financier. Celui-ci sort un classeur, l'ouvre lentement, regarde la salle. Il commence à exposer les faits. Mais échangés en dehors des circuits habituels, signature de contrats sans validation, virements suspects sur différents comptes, dont un à l'étranger. Il pose chaque pièce sur la table, sans lever la voix. Claire fixe le dossier. Ses doigts crispés sur son stylo, elle ne bronche pas. Le directeur lui demande de s'expliquer. Elle commence à parler, la voix posée mais tendue. C'était pour accélérer les procédures, on avait du retard sur certains dossiers, le président la coupe. Vous avez signé seul, sans en référer au conseil. Plusieurs fois. Claire tente de se défendre, parle de surcharge de travail, de confiance mal placée, de décisions prises dans l'urgence. Le directeur lit un extrait de mail où elle demande expressément à Thomas de ne prévenir personne. Thomas baisse la tête, tripote son badge. Un collègue souffle. Claire se tourne vers Thomas, cherche du soutien. Il évite son regard, ne dit rien. Le président insiste, Thomas, vous étiez au courant? Il hoche la tête, sans répondre. Pourquoi n'avoir rien dit? Pas de réponse. Silence long. Une collègue murmure que c'est grave. Personne ne rit. Le directeur déplie le relevé bancaire qui montre le virement suspect. Il le pose devant Claire. Expliquez-nous ça. Claire dit qu'il s'agissait d'une avance sur un contrat, qu'elle allait régulariser. Le président la regarde, impassible, vous avez menti à tout le monde. À plusieurs reprises. Claire s'enfonce dans sa chaise. Les membres du conseil échangent des regards lourds. Personne ne prend la parole. Thomas garde les yeux rivés sur la table. La tension est palpable. J'entends le souffle court de la collègue à ma droite. Je me contente d'observer. Je ne bouge pas. Je sens que certains attendent une réaction de ma part, mais je ne donne rien. Le président annonce qu'une enquête interne va être lancée, que Claire et Thomas sont mis à pied à titre conservatoire. Il les invite à sortir. Claire se lève, le visage fermé, rassemble ses affaires sans un mot. Thomas la suit, la tête basse. Ils sortent sans se retourner. Une fois la porte refermée, le président demande si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Personne ne parle. Il clôt la séance, rappelle l'importance de la discrétion, puis sort lui aussi. Les collègues discutent à voix basse, certains secouent la tête, d'autres restent silencieux. Je reste assis, les mains posées sur la table, à fixer le dossier resté ouvert devant moi. Je me lève, ramasse mes affaires, sors sans un mot. Dans le couloir, j'entends déjà les commentaires. Ça devait arriver, on s'en doutait depuis longtemps, je descends les escaliers, croise Claire qui parle vite au téléphone, la voix tremblante. Thomas est adossé au mur, l'air absent. Je passe sans m'arrêter. Personne ne me retient. Je retourne à mon bureau. Je ferme la porte. J'ouvre ma boîte mail. Un message du président, merci pour votre rigueur. Je ne réponds pas tout de suite. J'observe le reflet de la fenêtre. L'immeuble d'en face, les voitures en bas. Rien n'a changé dehors. Mais dans l'entreprise, quelque chose s'est déplacé. Le jeudi matin, je reçois un mail du service RH. Objet, réunion exceptionnelle, présence requise. Claire est en copie. Je lis sans émotion. L'heure est fixée à 10 heures en salle de direction.
Je ferme l'ordi, attrape mon carnet, prends un café automatique. En arrivant, je vois Claire déjà assise, dos droit, poignet crispé sur son stylo. Elle évite mon regard. Personne ne parle. La DRH entre, suivie du président du comité d'entreprise. Ils ferment la porte. Ils prennent place en silence. La DRH pose un dossier sur la table, le fait glisser vers Claire. Claire, nous avons terminé l'enquête interne, commence-t-elle. Sa voix est neutre. Les faits reprochés sont graves. Claire ne bronche pas. Elle fixe le dossier, mâchoire serrée. Le président du comité ajuste ses lunettes. Il m'adresse un regard bref, puis s'adresse à elle. Nous aurions pu aller vers une procédure disciplinaire classique, dit-il. Pause. Mais, compte tenu de vos années d'ancienneté et de la nature sensible de l'affaire, nous préférons proposer une sortie à l'amiable. Claire ouvre enfin la bouche. Vous ne pouvez pas me licencier sans preuve. Sa voix tremble légèrement. La DRH reprend, les éléments sont suffisamment clairs. Nous évitons juste l'exposition publique. Je reste immobile. J'observe Claire. Elle comprend, je pense, que tout est verrouillé. Elle se tourne vers moi, rapide, comme pour chercher un soutien. Je ne bouge pas. Le président du comité sort une feuille. La direction propose une rupture conventionnelle immédiate, sans indemnité. En échange, aucun détail ne sera communiqué en externe. Claire souffle du nez, un rire sec. Vous pensez me faire taire comme ça? Je pose mon carnet. Je prends la parole, posément. Claire, c'est la meilleure option pour tout le monde. Pour la boîte, pour toi. Évite-toi un procès. Elle me fixe, yeux écarquillés. Tu prends leur parti maintenant? Je la regarde. Je ne réponds pas. Le silence dure. La DRH pose un stylo devant elle. Nous vous laissons 10 minutes pour lire la proposition. Ils sortent tous, sauf moi. Claire me regarde, bouche entrouverte. Tu comptais faire ça depuis combien de temps? Je parle bas. Depuis que j'ai compris les montages de fausses factures. Elle secoue la tête, l'air de ne pas croire. Je vais tout perdre, tu réalises? Je ne réponds pas. Je regarde dehors. Elle signe la feuille, main tremblante. Les autres reviennent. Claire tend la feuille, sans un mot. La DRH vérifie la signature. Merci. Nous vous demandons de vider votre bureau aujourd'hui. Claire se lève, passe devant moi, sans me regarder. Sa main frôle la table. Je reste assis, carnet fermé. Dans le couloir, j'entends des pas rapides. Je me lève, salue la DRH, sors sans me retourner. Je croise Claire près de l'ascenseur. Elle fixe le mur, s'accérer contre elle. Elle murmure, sans lever les yeux, tu m'as tué. Je n'ajuste rien. Je descends les escaliers, lentement. L'air du rez-de-chaussée est plus frais. J'entends le bip d'un badge, la porte du bureau de Claire qui se ferme une dernière fois. En sortant, j'appelle le président du comité. Merci de la discrétion, je dis simplement. Il répond, tu as fait ce qu'il fallait, Thomas. Je raccroche. Je regarde le bâtiment. Je n'éprouve rien. Tout est silencieux. Le matin où je devais partir, je suis arrivé plus tôt que d'habitude. Les bureaux étaient silencieux, presque vides. J'ai traversé l'open space, direction mon bureau, sans croiser personne. Les écrans étaient encore noirs, les chaises vides, comme si tout le monde avait décidé de me laisser finir tranquillement. J'avais mis mes affaires dans un carton la veille, il ne restait plus qu'un bloc-notes et mon mug. J'ai pris mon temps pour tout ranger. Pas de précipitation. J'ai fait le tour une dernière fois, vérifié que je n'oubliais rien, fermé l'ordinateur. Aucun message sur l'écran, pas de pop-up d'adieu, aucune mention de mon nom sur le chat de groupe. Je me suis levé, carton sous le bras. En passant devant la salle de réunion, j'ai vu la porte entr'ouverte. À l'intérieur, 2 collègues discutaient à voix basse. Ils se sont tus en me voyant, ont baissé les yeux. Je n'ai pas cherché à les saluer. Je n'attendais rien d'eux, ils n'attendaient rien de moi. J'ai continué dans le couloir, direction la sortie. Les néons bourdonnaient. On entendait juste le bruit de mes pas sur le lino. J'ai croisé Pierre près de l'ascenseur. Il était appuyé contre le mur, bras croisés. Il m'a vu, s'est redressé,
m'a fait un signe discret. Il s'est approché, m'a tendu la main. « Tu as bien joué », m'a-t-il dit à voix basse. J'ai serré sa main. Sa paume était sèche, ferme. Il n'a pas souri. Je n'ai rien fait de plus que mettre les faits sur la table, j'ai répondu. Il a hoché la tête. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Silence. Derrière nous, la porte de l'ascenseur s'est ouverte, vide. J'y suis entré, seul. Pierre est resté sur le palier, les bras le long du corps, le regard ailleurs. À l'accueil, la standardiste n'a pas levé les yeux de son écran. J'ai posé mon badge sur le comptoir, les coupé en deux d'un geste sec. Le plastique a craqué, net. Je l'ai laissé là, les deux morceaux côte à côte. Pas un mot, pas un regard. En sortant du bâtiment, j'ai senti l'air froid sur mon visage. La rue était calme, les voitures rares à cette heure. J'ai posé mon carton sur le trottoir, vérifié que tout était là, 2 dossiers, un stylo, des clés USB, mon mug. Rien d'autre à récupérer. Je me suis arrêté un instant, les yeux sur la façade. Les fenêtres étaient opaques, aucune silhouette derrière. Tout était déjà refermé sur moi. Je me suis mis à marcher, sans me retourner. J'ai entendu mon téléphone vibrer au fond de ma poche, mais je ne l'ai pas sorti. Je n'attendais pas d'appel, pas de message. Personne n'avait de raison de me joindre. J'ai traversé la rue, le carton sous le bras, sans croiser un seul regard. L'indifférence, c'était devenu la règle. Ce matin-là, elle avait un goût presque neutre. Plus loin, au coin de la rue, j'ai posé le carton sur un banc. J'ai sorti le mug, les regardé. Un vieux logo, effacé par les lavages. Je l'ai jeté dans la poubelle à côté, sans hésiter. J'ai gardé les clés USB. J'ai laissé le reste dans le carton, sur le banc. Quelqu'un le récupérerait, ou pas. Ça n'avait pas d'importance. J'ai marché encore un peu, jusqu'à la station de métro. Sur le quai, j'ai regardé les gens autour de moi. Personne ne semblait me remarquer. J'étais anonyme, invisible, comme eux. Le métro est arrivé, j'ai laissé passer la première rame. J'ai pris la suivante, sans m'asseoir. J'ai regardé mon reflet dans la vitre, le carton à mes pieds, les mains dans les poches. Rien ne laissait deviner ce que je venais de quitter. J'ai pensé à la dernière réunion, au regard fuyant, aux portes qu'on ne referme pas. J'ai pensé à tout ce qui avait mené à cette sortie, à la façon dont chacun avait choisi son camp, ou préféré ne rien dire. Je n'avais rien à dire non plus. Les faits étaient là, et moi dehors, simplement. Pas de regret, pas de colère. Juste la suite. 3 semaines après cette réunion, je reçois un mail de la RH. Mon préavis est accepté, mon départ acté pour la fin du mois. On me demande si je veux un pot de départ, je décline. Rien de spécial à signaler dans le service, pas de rumeur. Je vide mon bureau sur 2 jours. Les collègues passent, certains s'étonnent, d'autres non. Personne ne pose de questions. Claire n'est plus là, plus de nom sur la porte, plus de signature automatique dans les mailles. J'apprends qu'elle a pris un congé maladie puis, officiellement, quitté l'entreprise. Les discussions autour de la machine à café restent plates. Je croise Thomas dans un couloir, il baisse les yeux. On ne se parle pas. Un responsable vient me trouver, il me serre la main, me remercie, pour le calme, la discrétion, la qualité du travail jusqu'au bout. Je réponds, pas de souci. Quelques jours plus tard, je reçois une lettre du conseil d'administration, signée à la main. Il me remercie pour mon professionnalisme, pour avoir géré la transition sans bruit. Je classe la lettre dans un tiroir. Je commence ailleurs, dans une petite boîte où personne ne me connaît. Pas de favoritisme, pas d'histoire ancienne. Le matin, je prends le métro, je marche, je travaille. Les journées s'enchaînent, simples. Plus personne ne parle de Claire ou de Thomas. Mon téléphone reste silencieux. Je dors mieux. Pas de regrets, pas de colère. Juste une page tournée, sans retour en arrière. Voilà comment tout s'est passé, sans filtre. Je me demande toujours si la vraie question, ce n'est pas la trahison elle-même, mais comment on choisit d'y faire face, une fois qu'on a tout compris. Est-ce qu'il fallait que je crie, que je casse tout, ou qu'au contraire je laisse le silence travailler à ma place? Au fond, chacun réagit à sa façon, mais je crois que la plupart ne savent pas vraiment ce qu'ils feraient tant qu'ils ne se retrouvent pas devant le fait accompli.
Et vous, franchement, face à une humiliation pareille, est-ce que vous auriez pu garder votre calme? Ou est-ce que tout aurait explosé, sans retour possible? Est-ce qu'on peut encore pardonner, ou est-ce que la seule option, c'est d'agir froidement et de couper les ponts? Je ne cherche pas à être jugé, mais je suis curieux de vos réponses. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à liker ou à partager, ça aide la chaîne et ça permet à d'autres de tomber dessus. Et si vous aimez écouter ce genre de récits vrais, abonnez-vous, ça fait la différence. Mais dites-moi franchement, est-ce que j'ai eu raison de choisir le silence, ou j'aurais dû faire autrement?